Salut Noé. Bonjour. Salut Paul. Bonjour. Bonjour Fabien. Salut. Qui est-ce qui retourne la carte? Noé. Noé. Allez, voilà. Noé. Hop. C'est parti. C'est pas une corvée normalement. Hein. Et normalement, tu dois lire la carte, Noé. Comment voyager et être écolo? Je crois qu'autour de la table, vous aimez tous voyager. Je vais commencer par Paul, qui a beaucoup voyagé. Toi, Paul, c'est en train que tu as voyagé. Exactement. Et qu'est-ce que tu as fait en train pour rappeler un peu, parce que tu en avais parlé dans le podcast? J'ai visité toutes les villes dites préfecture de France. D'accord, en train. Ça t'as mis combien de temps? 4 mois. 4 mois. Fabien, toi, tu voyages beaucoup, mais c'est ton métier. Bah ouais, en avion. C'est vrai? Donc écologie, on va en parler, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Et toi, Noé, tu voyages un peu ou pas? Ouais, j'ai un petit peu voyagé quand même. Et t'as été où? Alors, j'ai avec mes parents jeunes, on a fait pas mal de régions de France, hein, vraiment tourisme, un petit peu tourisme vert. Et je suis quand même allé plusieurs fois à l'étranger, notamment le plus loin, c'était au Vietnam pendant D'accord. 1 mois. Et c'est marrant parce que t'as dit, je sais pas si vous avez noté, il a dit tourisme vert avec mes parents. T'as Oui. fait du tourisme vert. Qu'est-ce C'est que ça. t'appelles du tourisme vert? Alors, il faut quand même faire attention parce que c'est un terme qui est un peu utilisé tout et n'importe comment. Là, moi, c'est vrai que je l'utilisais un peu avec des guillemets. Pour moi, le tourisme vert, c'est juste le fait de voyager dans des régions, mais pas d'être dans une démarche de consommation et de surconsommation. Pas aller dans des hôtels de luxe, etc. et consommer. C'est plutôt découverte des paysages, découverte des cultures, et puis éviter tout ce qui est les sports polluants, le jet ski, les gros bateaux, etc. C'est plutôt en avion, plutôt en train qu'en avion et qu'en voiture, et puis aller faire du tourisme en fait plutôt culturel. Et en fait, c'est là aussi qu'il y a une petite différence entre le tourisme et la culture. C'est que quand on voyage et qu'on va découvrir une culture, c'est pas tout à fait la même chose que le tourisme comme on nous le vend avec les grands hôtels, etc., etc. Donc le tourisme vert, pour moi, c'est plus de la découverte de régions et de patrimoine. Et toi, Fabien, qui voyage du coup en avion et pour ton travail, est-ce que tu penses que du tourisme vert, c'est possible? Oui, clairement, Ouais. mais une fois sur place, on est d'accord. Parce que soit on reste dans un périmètre, alors ça peut être très, très grand périmètre, parce que maintenant en Europe, on peut aller très loin en train. Ouais. Soit on prend l'avion et c'est sur place qu'on fera attention. Mais pour moi, si on veut changer de continent, on est obligé de prendre l'avion. Est-ce que t'as fait toi du tourisme vert quand t'as visité toi la France des préfectures, Paul? Bah, je sais pas si ça s'appelle du tourisme vert, mais moi j'ai tout fait en train. C'était vraiment l'objectif. Est-ce que ça c'est un tourisme d'avenir? En fait, je pense qu'il y a deux choses, mais c'est bien que tu l'aies soulevé, c'est qu'il y a déjà la façon d'aller sur le lieu du voyage, et puis la façon ensuite de vivre le voyage. Et c'est vrai que je pense que le plus gros débat, c'est comment on y va. Et là, est-ce que c'est justement, est-ce qu'on se trompe pas aussi un peu de débat en se demandant, et le moyen de transport, il y a pas que ça en fait, il y a aussi ce qu'on fait sur place. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je disais, si sur place tu vas dans des grands hôtels un petit peu, et là c'est la mode en ce moment, hein, mais moi c'est vraiment, alors c'est contre cette forme de tourisme contre laquelle je suis vraiment en colère, c'est les gens qui partent 2-3 jours à Dubaï, qui partent 2-3 jours au Maroc, qui vont dans un hôtel, qui restent dans l'hôtel, piscine, spa, et qui visitent pas du tout le pays. Enfin, là, ça n'a aucun intérêt. Pas de la culture. Mais non, en fait. mais pas du tout. Ils ont juste, alors, il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça. Ils partent 2 jours, ils font des super stories, des photos sur Instagram. Mais, ça n'a aucun intérêt, là. Ça, par contre, le tourisme, prendre l'avion. Là, je pense que c'est le sujet dont on va parler là. Hein. Mais alors, prendre l'avion pour 2 jours, alors ça, là, c'est inacceptable. Je vais étendre un peu le sujet. Enfin, les destinations. Il y a même des destinations qui se portent à ça. Bah, moi, je peux en parler. Cuba, la République dominicaine, Cancun, où en fait on prend l'avion pour aller dans un resort. D'accord. Et notamment à Cuba, Qu'est-ce que t'appelles un resort? C'est un hôtel où t'as tout. Tu n'as pas besoin de sortir. T'es même tout frais payé, Genre all ça- inclusive. Genre Voilà, ça, c'est tendance, ça, des trucs Non, comme ça? alors ça allait beaucoup moins, mais par exemple à Cuba, il est très difficile, et je vous le dis, si vous comptez aller à Cuba, déjà c'est très compliqué parce que si vous allez à Cuba, à partir de maintenant, vous pourrez plus aller aux États-Unis, donc faites attention. Et à Cuba, il est très très compliqué de rencontrer la population locale. Le gouvernement en place fait en sorte que le tourisme et la population locale ne puissent pas se mélanger. Est-ce que ça, c'est pas une crainte aussi quand on voyage? Est-ce que c'est pas un problème déjà, tu vois, de se dire on veut s'imprégner de la culture locale et on peut pas? C'est un problème. Pour être précis, à Cuba, il y a 2 monnaies. Il y a la monnaie pour les Cubains et il y a la monnaie pour les touristes. Qui est le dollar. Qui est un espèce de dollar, oui. Enfin, il y a même 3. Si on compte le dollar américain, il y a 3 monnaies sur place. Et en fait, cette monnaie de touriste ne peut pas être prise chez des commerçants qui font pas partie
du microcosme touristique. Donc là, ça voudrait dire, si je suis bien un peu, c'est qu'en fait, en gros, des fois, on nous oblige à un mode de tourisme qu'on n'aurait pas forcément choisi, en fait, de rester dans un hôtel, de rester un peu entre touristes et finalement de pas aller au contact de la population. Et ça, c'est peut-être ça le problème. Non, mais moi je vais être carrément très politique dans ce que je vais dire, mais il y a une forme de tourisme qui est très capitaliste en fait. C'est le tourisme de la consommation. Alors qu'après, il y a un tourisme plutôt de la découverte, de la culture, qui est plutôt du tourisme vert, même si je mets encore des guillemets sur ce truc-là, mais voilà. Et toi, Paul, le tourisme que tu as pratiqué en France, tu l'as évidemment fait en train, donc je pense que le bilan carbone était forcément très très bon, même si par moment on peut y revenir. Avec les trains qui roulent au diesel, oui. Oui, c'est pas forcément génial. Et puis il y a pas des trains partout non plus, c'est pas forcément facile. Ou quand les trains sont pas annulés, hein, ça peut arriver. Mais du coup, sur place après, qu'est-ce que tu pratiques comme tourisme toi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, comme t'es en train, t'es à pied. Oui, moi j'ai tout fait à pied aussi. C'était vraiment la condition. Et j'ai aussi essayé d'aller le plus possible à la rencontre des gens, enfin, des personnes. Et en fait, j'ai pas mal de connaissances un peu partout dans toute la France, avec les colonies. Et puis j'ai fait pas mal aussi du couchsurfing. Et en fait, j'ai voulu vraiment aller. C'est quoi le couchsurfing en quelques mots? Aller à la rencontre des gens, c'est une plateforme et en fait où tu loges chez quelqu'un, t'as pas d'attente financière en retour. Tu loges chez la personne. On te file un lit, une chambre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc, Noé, toi qui es jeune aussi, et tu pratiquerais ce genre de tourisme. Ah, mais carrément, toi mais c'est même dans mes projets là pour les vacances à venir avec les potes, c'est de faire ce genre de choses, parce que moi je pense qu'il y a aussi ce truc là du voyage où il y a beaucoup de gens qui partent en voyage et tout est planifié, tout est organisé, c'est une espèce de cellule où il y a tout qui est, comme tu disais, il y a le spa, la piscine, tout est prêt, et en fait honnêtement qu'est-ce qu'on en garde comme souvenir de ce truc là? Pas grand chose, alors que plus on a des expériences, des choses inattendues, des rencontres. Et en fait là, ça c'est le vrai voyage, ça c'est de la vraie découverte. Moi je me rappelle quand je suis allé au Vietnam, en vrai les souvenirs que je garde, en fait c'est quasiment que les galères, soit que ce soit des grosses galères, hein, parce que les grosses galères forcément personne en a envie. Mais les trucs où mince, en fait la voiture elle démarre pas, on va y aller à pied, puis en fait on se fait prendre en stop, et puis on rencontre plein de gens, puis on va manger chez les gens. Enfin c'est comme ça, je pense qu'on voyage le mieux et qu'on découvre le plus de choses. Et vous quand vous imaginez un voyage, vous trois autour de la table, est-ce que vous pensez à l'écologie? Est-ce qu'à un moment donné vous vous dites quel va être mon entre guillemets bilan, même s'il y a des choses qui sont impondérables? Est-ce que vous y faites vous attention? Alors je pense à toi Noé, je pense à toi Paul aussi. Fabien, toi tu vas plutôt prendre l'avion parce que c'est aussi un peu ton métier. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu fais attention à ça toi? Pas vraiment. Pas vraiment? Je vais pas surconsommer sur place, je vais pas consommer ce dont je n'ai pas besoin sur place, mais je vais pas non plus me restreindre enfin typiquement je suis parti en Islande. Ouais. Là tu es obligé de prendre l'avion pour l'Islande. Oui, qui est le plus beau pays du monde, mais si on veut visiter l'Islande, on est obligé de louer une voiture, c'est impossible de faire autrement. Il y a pas de train de toute façon, ça n'existe pas donc. Alors après c'est étonnant que tu parles de l'Islande parce que l'Islande ça reste aussi un pays qui est extrêmement protégé et préservé en termes de paradis, c'est le paradis des écolos. Enfin c'est magnifique, voilà. C'est naturel, c'est et qui pourtant est extrêmement visité et là du coup aussi instagrammé pour essayer de faire un verbe avec un réseau social mais qui cartonne sur les réseaux sociaux aussi quoi. Toi Noé, est-ce que tu fais attention à ton bilan carbone avant de partir quelque part en vacances? Tu voyages beaucoup en train? Non mais complètement. Alors parce que moi j'ai un petit peu si tu veux des envies de voyager des pays et honnêtement pour l'instant j'attends parce que je suis un petit peu convaincu que dans les 5-10 ans à venir il va y avoir des moyens de transport, les gros moyens de transport c'est-à-dire bateaux et avions où on pourra trouver d'autres énergies que celles qui existent actuellement. C'est-à-dire que prendre l'avion c'est des tonnes et des tonnes de CO2 qui sont émis et un voyage Paris-New York, mais rien dans ton mode de vie, absolument rien ne peut compenser un trajet de la sorte. C'est-à-dire tu peux arrêter de manger de la viande, tu peux arrêter de prendre la voiture sur un an, ça ne compensera même pas les 6 heures de vol que t'as fait. Donc moi par exemple les États-Unis ou n'importe quel pays de ce type-là, et c'est peut-être parce que le pays te fait pas rêver peut-être. Si, moi il y a plusieurs régions des États-Unis qui me font rêver. Alors c'est pas forcément pour ce qu'on imagine, hein. Moi c'est plutôt des régions plutôt naturelles, hein, le Mississippi, etc. Mais l'Arizona et ce que je me dis, c'est que dans les années à venir, je pense qu'il pourra y avoir, je sais pas, des avions à l'hydrogène vert, des bateaux solaires.
Les bateaux solaires, ça j'avais vu des prototypes, c'est un truc de ouf, ça c'est incroyable, ça fait penser au Solarus dans les cités d'or là. C'est électrique en fait. C'est génial. Donc je me dis que ça se trouve ça arrivera un jour et que il vaudra mieux voyager comme ça. Et après il y a aussi comme je disais l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de gens comme j'expliquais qui partaient 2-3 jours. Pour moi si on prend un billet d'avion, il faut aussi se dire quelque chose, c'est combien de fois je prends l'avion? Est-ce que je le prends tous les ans ou est-ce que je le prends tous les 5 ans et je fais un gros voyage plus long que 2-3 jours? Moi là c'est plutôt ma philosophie. Si je me dis je suis parti au Vietnam maintenant il y a 4 ans, et ben je vais attendre 1 ou 2 ans pour refaire un voyage avion. Ouais, donc tu et je pars 2 mois, je pars pas 1 semaine et 4 jours. Ouais, mais tu penses quand même à ce bilan carbone et à cet impact. Ah non mais carbone. complètement, mais complètement, c'est la priorité même. Et toi, Paul, est-ce que tu fais attention toi à ce bilan-là, à cet impact-là que tu peux avoir quand t'imagines un voyage, un déplacement? Oui, bah franchement, moi j'essaie déjà au quotidien, j'ai plus de voiture, donc déjà. Ouais, toi, t'as banni la voiture au quotidien déjà. Donc tout en vélo déjà. Tout en vélo, en train ou à pied. Ouais. Ou en transport en commun, bon, sur Tours, on est quand même pas trop mal desservi, mais c'est vrai que des fois, quand même, la voiture, si on veut aller marcher en forêt et des choses comme ça, la voiture, c'est quand même, on peut pas aller à Chinon un dimanche. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué, tu oui, vois. Alors après, c'est quoi les solutions aussi pour ça? Non, c'est parce que pour visiter la France, c'est quoi? C'est le covoiturage, c'est le partage de véhicules. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi, je pense que le partage de véhicules, c'est quelque chose que on devrait plus développer hors Paris, parce que. Qui serait prêt à ne plus posséder une voiture autour de cette table? Oh mais complètement. Ah, moi aussi. Ouais. Fabien, j'en ai pas eu pendant très très longtemps et bon là j'ai dû en racheter une pour diverses raisons, mais il grève carburant il y a quelques temps là, je n'ai pas été touché puisque oui, parce que tu mon plein fait 3 mois quoi, j'ai ouais, finalement, on se rend compte qu'on se sert plus vraiment de la voiture, quoi. Donc, alors, le voyage en voiture, c'est un peu. Ça dépend, je pense, c'est surtout ça dépend de ton activité professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte parce que même sur Tours, c'est très bien, on développe tout pour le vélo, mais il y a aussi une réalité. Si on habite dans le sud du département, du côté en dessous Loche, on peut pas. Le train a tellement été abandonné qu'en fait, c'est plus adapté pour notre mode de vie actuel, quoi. Et c'est là qu'on rentre dans l'aspect politique de la chose, c'est qu'en fait, il faut aussi voir qu'il y a à peu près, il me semble, si je dis pas de conneries, 30 à 40% des Français, des Françaises qui habitent, en tout cas à proximité d'une gare, mais qu'elle soit fermée ou ouverte en fait. Et donc il y a à peu près 40% des gens en fait qui pourraient prendre quotidiennement le train au milieu de la voiture, sauf qu'on peut pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de lignes ont été abandonnées. Il y a des gares qui sont plus desservies. Il y a de moins en moins de trains. Ils ont supprimé des postes et maintenant ils ont supprimé des postes il y a maintenant 5 ans avec la privatisation et maintenant ils sont en train de supprimer des trains comme moi aujourd'hui dont j'ai été victime parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Là on rentre dans l'aspect politique, mais ce qu'il faut c'est développer à fond le train et donc il y aura une petite majorité, à peu près 40% des gens qui pourront prendre le train quotidiennement pour aller travailler, pour voyager, etc. Et après il y a les gens qui habitent dans la ruralité profonde où là malheureusement il n'y a pas forcément de solution de transport en commun. Alors on peut imaginer les bus, les navettes au sein des communautés de communes pour aller vers le supermarché, etc. Donc ça, il y a aussi une petite partie des gens qui pourront l'utiliser, mais il y a quand même aussi des gens qui ont besoin d'un véhicule individuel. Ça, c'est obligatoire dans la ruralité. Tu peux pas faire autrement. Donc là, maintenant, la question qu'on se pose, c'est trouver un équilibre quoi entre les deux. Mais c'est ça, et c'est surtout quelle énergie on met dans la voiture. Oui, c'est encore. Et là, ça nous dépasse nous parce qu'on n'est pas ingénieur. Le diesel, carburant, etc. Ça faut arrêter. Voiture thermique, faut arrêter. Et électrique, là, franchement. Toutes les études qui sont sorties nous montrent que finalement c'est peanuts quoi. Donc il faut. Alors, je reviens au voyage du coup, mais il y a eu une grosse tendance et je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux parce que vous y êtes tous, c'est la van life. Ah oui. Ça fait. Je sais pas ce que c'est. La van life. Je sais pas. Ah, la van life. La van life. Ah oui. Ah d'accord, j'avais pas compris. Et c'est vrai que l'idée de vivre dans un van, etc., d'aller en vacances beaucoup comme ça, de parcourir le monde. Bah, il y a aussi les tiny house, hein. Alors ouais, je pense, je rentre tout dans le même, caravane, etc., tout ce qui va être motorisé, qui va servir à déplacer sa maison, pour les vacances ou de façon un peu plus pérenne aussi dans l'année. Mais la vie en van, est-ce que ça c'est quelque chose qui à un moment donné vous a fait rêver? Moi perso, j'ai trouvé ça tellement bien, j'aurais presque été prêt à un moment donné à sauter le pas. Et il y a Fabien qui rigole parce qu'il se dit mais il peut pas vivre dans un van. Non, c'est pas ça, c'est que le camping-car, c'est quand même le truc de mamie quoi. Oui, à la base. Ouais. C'est le truc Et je me dis mais c'est tellement bien. Mais j'ai pas l'âge pour dire ça, tu vois, j'ai pas l'âge pour en acheter un, je peux pas en avoir un dans le jardin, tu vois. Et c'est le truc de fou, en fait. Mais c'est incroyable, les camping-cars, hein. Moi, Ça vous a fait envie, Noé, Paul?
Les camping-cars, c'est de ce style de vie-là. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui existent où on voit des éco-habitats, etc. Et tout ce qui est tiny house, etc. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont hyper intéressantes. Et moi, faut savoir que j'ai fait un camp auto-construit dans mon jardin. D'accord. Avec des toilettes sèches, avec une cuisine extérieure, avec une cabane pour dormir, etc. Donc j'y passe tout l'été. Et en fait, c'est cette idée d'auto-construire son lieu de vie. Et ben c'est incroyable. Et les tiny houses, c'est ça, parce que souvent les gens construisent eux-mêmes la tiny house et du coup c'est absolument génial. Ou alors ils chopent un vieux camion et après on la remet sur une remorque ou on transforme un vieux camion. Ça c'est. Est-ce que vous pensez que ça fait partie, parce que ça cartonne vraiment fort sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça c'est le est-ce que ça peut être le voyage de demain? C'est-à-dire que là on ne prend du coup plus l'avion, on part sur des temps très longs, parce que je résume un peu ce qui s'est dit, c'est des vacances du coup beaucoup plus longues qui peuvent durer 2-3 semaines, 1 mois, etc. Avec du coup le temps de trajet qui devient un temps de découverte et un temps de voyage. Est-ce que ça peut être est-ce que ça sera le voyage de demain? Est-ce que c'est un mode de voyage qui vous tente? Ce sera un voyage. Ce sera pas le voyage. Ce sera un voyage que tu pourras un mode faire. de voyage. Un mode de voyage. Oui, ce sera pas, oui. Je pourrais le faire une fois et puis après je pourrais prendre l'avion pour finir au fond du Chili, dans le désert de l'Atacama et voilà. Enfin. Voilà, je suis un peu plus édulcoré sur la question et. Est-ce qu'on peut pas tout faire en van, c'est pour ça? Non, mais enfin, je travaille pour une grosse compagnie aérienne. Je prends l'avion 4 fois par mois. Je comprends. Oui, mais après c'est ton travail. Il y a des militants qui viennent repeindre les avions à Roissy en vert. Enfin, c'est n'importe quoi et oui, mais mais pour moi, j'ai pas de problème à prendre l'avion. Mais parce que c'est ton boulot. Oui, puis je ne fustige pas contre les passagers qui sont dans mon avion, qui sont là aussi pour une raison plus ou moins futile aussi. Oui, on connaît pas leurs raisons du reste, mais du coup, on fait quoi? Parce que les gens qui travaillent dans l'aérien comme Fabien, on va pas les mettre au chômage non plus, quoi. On va pas les mettre à consommer des tiny house. Ça va pas arriver dans les prochaines années. Non, bien sûr, mais ça va mettre du temps du coup à se transformer. Non mais là le vrai problème qu'on a, c'est qu'actuellement, donc là je vais carrément parler d'écologie, c'est qu'il faut lire le dernier rapport du CNRS et de France Météo qui annonce la couleur pour la fin du siècle. Donc là on n'est plus sur 2 degrés de réchauffement climatique, on est sur 3,8 en France à la fin du siècle, 3,8 degrés de réchauffement climatique. Mais la question c'est la part du transport aérien. Bien sûr, mais elle est énorme. Mais c'est le transport, c'est une des principales causes de réchauffement climatique et notamment l'avion. Tout transport confondu, notamment l'avion. À l'échelle internationale. Là, actuellement, l'été qu'on vient de passer, on n'est qu'à 1,2 degrés de réchauffement climatique. 1,2 degrés et l'été, ça a été une catastrophe. Il y a plein d'agriculteurs qui ont perdu la moitié de leur récolte. Nous, on a passé quasiment la moitié de l'été enfermés chez nous avec les volets fermés pour pouvoir T'as souffert, toi, de cet été? Ah non, mais c'était un cauchemar. Donc nous, on vit maintenant enfermés. On sort après 18 heures. Les étés, ça devient une catastrophe. On est à 1,2 degrés de réchauffement. 3,8. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 3,8? Donc à un moment, moi je comprends complètement l'envie d'aller à l'autre bout du monde, de découvrir le monde, etc. Mais en faisant ça, on est en train de détruire ce monde qui nous fait vivre en prenant l'avion. Est-ce qu'on peut pas y aller autrement alors? Mais là, c'est justement la question que je soulevais tout à l'heure, c'est de mettre le paquet sur la recherche scientifique et sur le développement de mobilité durable. Donc ça peut être l'hydrogène vert, par exemple, les avions à l'hydrogène vert. Et puis, il faut quand même dire aussi quelque chose, c'est que pour moi, le principal problème où on peut régler là de façon politique maintenant, c'est surtout les voyages intérieurs. Parce qu'en fait, la majorité des Français qui prennent l'avion, c'est pour des voyages intérieurs. Tu comprends ça, toi, que t'aies des clients qui voyagent en intérieur, en avion, dans la France? Oui, tous les Brestois sont ravis que Air France ne desserve plus Brest parce que maintenant ils mettent 8 heures pour arriver à Paris. Ils sont très contents. Ils sont ravis. Bah oui, mais à un moment, oui, mais j'ai envie de dire, si on s'est habitué à une espèce de confort, la société nous a habitué à ce confort, mais sauf que c'est plus possible. Là, les gens ils râlent parce qu'il y a 8 heures de route, il y a 8 heures de route. Oui, mais quand il fera plus 3,8 degrés et qu'on pourra plus rien faire pousser, qu'on pourra plus sortir dehors parce que l'été il fera 50 degrés, ils vont râler aussi les gens. Donc à un moment, faut aussi faire des choix de société. Et puis les Brestois qui mettent 8 heures à arriver à Paris, là aussi on peut avoir une solution, c'est que nous, ce qu'on dit les écolos, c'est que ce qu'il faut, c'est supprimer les lignes de train, les lignes d'avion intérieures et les remplacer par des lignes de train quand il y a et qu'il faut développer les alternatives. Parce que là, justement, ce truc-là, il a été supprimé et on a dit aux gens, démerdez-vous. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Si on veut supprimer les lignes intérieures, il faut aussi redévelopper le train. Et à l'échelle européenne, moi, si j'étais, je sais pas, si j'étais à la place du président de la République ou n'importe qui, enfin, si j'étais président, vas-y. Si j'étais moi président,
là, il faudrait mettre un plan d'urgence pour développer massivement le train et supprimer les voyages intérieurs. Et après, il faudrait avoir des discussions européennes pour relancer les voyages à l'échelle européenne. Ça se fait pas mal. Hein. Ça se fait vraiment pas mal déjà. C'est déjà en train d'être fait. Ouais, mais c'est tellement lent. C'est tellement lent. Ce qui s'est passé à propos de Brest et d'autres villes, c'est que l'annonce de la fin de ces lignes intérieures ont fait grand bruit dans les médias. Donc, politiquement, ça a marqué. Après, démerdez-vous. Mais c'est ça. Mais oui, mais là, on est bien d'accord. Et c'est pareil. Regarde, nous, ce qu'on dit, c'est par exemple, on dit qu'il faut, il va falloir fermer les réacteurs qui sont en fin de vie. Mais fermer les réacteurs en fin de vie, ça veut pas dire mettre tous les ouvriers au chômage. De toute façon, il faut bien comprendre que l'écologie, elle doit pas créer, mais complètement, l'écologie, en aucun cas, elle doit créer du chômage. Quelqu'un qui est écologiste et qui a des idées de transformation de la société et qui ne pense pas au facteur travail, au facteur social, c'est pas un vrai écolo. C'est quelqu'un qui voit les choses pas plus loin que le bout de son nez. Demain, si on ferme, par exemple, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, déjà, ça va être quasiment la moitié qui vont rester, qui vont être formés pour le démantèlement. Ça va être d'autres qui vont partir sur d'autres secteurs. Ça va être qui vont être formés sur les énergies renouvelables. Si l'écologie crée du chômage, ça n'a aucun intérêt. Donc là, à ce moment-là, quand il y a des lignes qui ferment, il faut des alternatives pour les personnes qui travaillent sur ces voies-là. Il va falloir à un moment aussi trouver des solutions pour eux, et ça c'est complètement possible. Mais juste il faut y penser, il faut arrêter de prendre les dossiers un par un et de se bloquer. Tiens, on va faire de l'écologie, on va supprimer ça, ou alors de voir l'emploi. Tiens, on a des emplois, on va faire des plateformes. Il faut un peu penser à tout. Qu'est-ce qui est écologique, qu'est-ce qui crée de l'emploi, qu'est-ce qui est écologique. Faut lier l'ensemble pour avoir une société durable. Et moi je vais vous poser une question très triviale entre deux voyages. Le Chili, Atacama ou Vienne en train de nuit. Qu'est-ce que vous choisissez? On va commencer par d'un point de vue écologique ou dans le rêve. Le rêve, voilà. T'as deux voyages sur la table. T'as le Chili en avion, le désert d'Atacama, et t'as Vienne en train de nuit pendant. Je vais faire plaisir à Noé. Da Nang, Hanoï, 12 heures de train. Tu l'as fait? Non, mais voilà, c'était génial. Mais on est bien d'accord. Mais en fait, il y a plein de solutions. Est-ce que finalement le train, c'est pas le train qui est une des plus belles façons de visiter? Moi, j'ai pris le train de nuit, c'est génial. Hein. Mais bien sûr. Et du coup, tout le monde a l'air d'accord autour de cette table pour dire que le train et le train de nuit, ça reste la bonne alternative. Sauf que. Ça a ses limites. Non, mais ça a ses limites. Maintenant, tout de suite, là, dans l'absolu. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais que de dire, c'est que souvent, quand on parle d'écologie, on parle de, là, imaginons cet été, qu'est-ce que je fais? Si le gouvernement n'a rien changé, cet été, si tu veux prendre le train, tu vas bien galérer. La question, c'est de mettre les moyens pour, justement, changer les modes de transport. Déjà, à la base, c'est qu'à partir du moment où tu choisis de voyager, où tu as les moyens, c'est-à-dire que tu as les moyens de voyager. Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table pour dire ça. Voyager, ça a de toute façon un coût, j'imagine. Écologique, bien sûr. Écologiquement, mais pas que écologique, financier. C'est un coût financier. Mais tu vois, sur les voyages intérieurs, les gens prennent l'avion parce que des fois, ça coûte 60 € de faire un aller-retour, 120 de faire un aller-retour intérieur, et en train, c'est 300, 400. Et à un moment, tant qu'on changera pas ça, mais c'est évidemment normal que les gens qui ont pas forcément les moyens, mais même ceux qui ont les moyens, je pense que tu te dis, tiens, est-ce que je mets 150 € ou 400 €? Bon, je vais mettre 150 €, évidemment. Donc là, c'est de la politique. Ça relève plus de nous de faire des choix, ça relève de la politique. C'est aussi un acte peut-être militant de se dire, est-ce que je prends pas du coup un train? Oui, mais parce qu'on a le choix. Qu'on a le choix. Donc nous, on peut faire le choix financièrement, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Donc à un moment, on peut être militant, mais jusqu'où? À un moment, quand tu gagnes le SMIC, tu peux pas faire des choix militants. Est-ce que dans ce cas-là, il faut pas se priver de certains voyages qui sont peut-être du coup plus loin ou un peu essayer de mettre un peu plus cher pour essayer de voyager de façon un peu plus vertueuse? C'est là aussi que se pose cette question-là. Enfin, je sais pas. Toi, Paul, tu serais prêt à payer plus cher un billet de train par rapport à un billet d'avion pour te rendre sur ton lieu de vacances, quel que soit le lieu de vacances. Je parle même plus d'Atacama au Chili. C'est difficile en train, quand même. C'est là. complexe. Tu serais prêt à payer un peu plus, je sais pas, entre un billet d'avion à 150 et un billet de train à, on va dire, 200 ou 250. Mais tu sais que le train, c'est plus vertueux. Qu'est-ce que tu après, ça dépend l'écart. Moi, l'avion, je l'ai pris 2 fois dans ma vie. Mais c'est vrai que, honnêtement, quand tu vois les prix, quand tu compares les prix, honnêtement, ça fait quand même chier de mettre 200 € dans un billet de train. Mais complètement. Et j'essaie, moi, quand je sais que je vais prendre le train, j'essaie de le prendre à l'avance pour pas le payer, pas le payer trop cher. Là, prochainement, je vais à la Fête des Lumières à Lyon. J'y vais en train, mais je savais pour pas payer parce que j'avais regardé les billets de train, c'était déjà les prix des trains étaient quasiment tous complets et c'est des prix mais quasiment exorbitants quoi. Genre juste l'aller c'était 180 €. Ouais. J'avais la carte jaune. Donc, là il y a la problématique du prix. Juste Fabien, tu serais prêt à payer 50 ou 100 € de plus sur le même trajet pour le faire en train et pas en avion?
Alors, il y a d'autres critères à prendre pour donner une réponse ferme et définitive. Juste en se disant, voilà, je veux juste essayer d'être plus vertueux dans mon voyage. Oui, puis il y a d'autres critères. Par exemple, moi je fais souvent la ligne Paris-Avignon puisque je viens de là-bas. Il y a des Ouigo dont les prix sont minimum 10 balles, maximum 79, 80. C'est pas le même prix quand même. Voilà, donc j'ai la chance 10, d'avoir 80, c'est pas le même prix quand même. Oui, mais ça reste 80 € pour faire Paris-Avignon. Prenez le train dans d'autres pays européens et même en Amérique. Le train en France n'est pas cher. Le rapport vitesse, temps de trajet, confort, on paye pas cher. Je suis désolé de vous le dire, on ne paye pas cher. Et il y a autre chose pour le train, c'est qu'on part du centre-ville, on arrive en centre-ville. Oui. Donc on peut penser à l'avion, mais il faut aussi penser à l'avion. Il faut aller à l'aéroport, passer les filtres, prendre l'avion, arriver, reprendre son bagage des fois, tu perds plus de temps. Et des fois, on perd énormément de temps. Sur un Paris-Marseille, je comprends pas le délire. Ça sert à rien. Et toi, Noé, t'es prêt à payer quand même 50 ou 100 € de plus sur le même voyage pour pas le faire en avion et le faire en train? Honnêtement, non. Bah non, mais moi j'ai pas les moyens de payer plus cher pour faire ce voyage-là. C'est pour ça que là, donc, tu fais quoi? Tu prends pas, t'as des convictions chevillées au corps. Est-ce que tu annules ton voyage? Tu le fais pas? Ça dépend. Parce que je vais pas vous mentir, là j'ai que 18 ans, donc forcément j'ai un peu moins d'expérience, donc je peux pas vous dire j'aurais fait ça si j'avais su, etc. Parce que j'ai pas fait non plus énormément de choses, mais la question, c'est que moi, j'en ai marre que les gens se prennent la tête, qu'ils se compliquent, etc. Alors, qu'est-ce que je fais, machin, est-ce que je paye plus cher? Non, à un moment, c'est aussi, mais là, on est là pour ça aussi, c'est la politique, hein, mais c'est à l'État de mettre les moyens, matériels et financiers pour permettre aux gens de voyager autrement aussi. Voilà. Et est-ce que le train c'est trop cher? Parce que là, on a beaucoup parlé des prix. Ah non, mais je pense aussi, il y a un gros problème, je vais dire pas l'expression, mais sur certains trucs, au niveau du train, on a vraiment pris un train de retard. Le réseau, le problème, c'est qu'on l'a un peu abandonné. Et on a vraiment pris un train de retard, d'où l'expression. Enfin, et pourquoi on l'a abandonné, le réseau de train? Parce que c'est la voiture. Thune. Mais c'est la thune. Bah, c'est pour la voiture. Ça coûte trop cher. Mais non, mais et là, vous regardez un petit peu la société actuellement en France. Ça fait depuis Chirac, tous les endroits où ils peuvent faire un peu d'économie, ils le font. Enfin, là, ils ont supprimé des lignes de train, ils ont supprimé des gares, etc. Moi, je vais vous dire, alors, du coup, mon exemple, il va être un peu fort parce que je me souviens plus du nom de la nana. L'ancienne ministre des Transports, maintenant, elle est présidente de France Logistique. Ok. Et l'autre jour, il y avait une réunion à laquelle nous, avec mon association, on est venu intervenir. Et on est venu intervenir pour dénoncer les plateformes, l'artificialisation, etc. Alors nous, avec France Logistique, on va pas vous mentir, actuellement notre vision c'est la logistique verte, et notamment à travers le fret ferroviaire. Cette nana, il y a 10 ans, elle a supprimé 400 gares. Elle a supprimé 400 gares. Elle a supprimé des lignes, elle a tué la SNCF, et maintenant elle dit on va tout miser sur le fret ferroviaire. Donc, non mais arrête de te foutre de notre gueule. Enfin, à un moment. Donc ça veut dire que là il y a une promesse de politique qui sera pas tenue, c'est ça? Ou alors est-ce que du coup on devient plus vertueux avec le temps aussi? C'est peut-être ça aussi. On s'est peut-être rendu compte que ce qu'on faisait et ce qu'on se disait il y a 10 ans. C'est le business. Là il y avait un business à supprimer des lignes et des gares. Bon ils l'ont fait. Maintenant il y a un business à faire du fret ferroviaire. Ils vont le faire. Ils sont guidés par l'argent et par la croissance. Ils sont pas guidés par la diminution du bilan carbone, par l'augmentation du bien-être de la population, c'est juste la croissance. Donc tant qu'ils penseront comme ça, ils supprimeront là où il faut supprimer, ils ajouteront là où il faut ajouter, le temps que ça tiendra dans les comptes. Vous regardez, là je suis désolé, je suis encore dans la politique, je m'éloigne, mais vous regardez le budget qui a été passé au 49.3. Pourquoi il a été passé au 49.3 et pourquoi, par exemple, la NUPES à laquelle j'appartiens a posé une motion de censure et est contre? Parce qu'il y a zéro ambition écologique, il y a rien, mais il y a que dalle. Mais c'est même pire que les budgets précédents, il y a rien. Par contre, on supprime, on compresse, on machin, etc. On serre la ceinture aux collectivités. Parce qu'il faut rembourser la dette, il faut faire du profit, de la croissance, etc. Voilà, le choix a été fait. Le choix a été fait de croire à la croissance infinie plutôt que aux limites planétaires qui, elles, sont définies. Alors du coup, pour toi, Noé, est-ce que le train en France est trop cher? Mais complètement. Mais tu te rends compte qu'avec ma carte Rémi Liberté Jeune en région Centre-Val de Loire, je paye déjà moins 50% pour mes trajets. Ouais. Un aller-retour. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. C'est déjà franchement pas mal. Mais pour faire un aller-retour de chez moi au lycée, donc Mer-Tours, je paye 15 € l'aller-retour. Moi, le Paris-Tour, je le paye, accrochez-vous bien, 65 €. T'as payé combien? L'aller-retour, 55. D'accord. Moi, c'est l'aller que je paye 65. Mais prenez-vous, faut... Voilà. Et c'est sans carte, sans rien. C'est clair. Non, mais voilà. Mais même avec une carte, ça reste quand même excessivement. Enfin, moi, je trouve ça excessivement cher. Et pourtant, si tu me proposes une ligne aérienne, je vais pas la prendre. Voilà. Parce que là, tes convictions passent au-dessus aussi, mais parce que tu te permets de faire le choix. Il y a des gens qui font pas le choix. Même à 30 balles, je la prendrai pas. Je prendrai pas l'avion.
Après, sur ce différentiel-là, moi non plus. Oui, Et sur sur une un heure de train, c'est sur un différentiel 60 balles de l'aller en avion et 300, même 300. Enfin, c'était des trucs. Mais tu parlais de Lyon tout à l'heure, mais moi cet été pour aller aux journées des écologistes, mais le prix que j'ai payé pour aller à Lyon, mais c'est presque le double de ma bourse, quoi. C'est démentiel. J'ai pensé à un truc parce qu'il y a un truc qui m'horripile et c'est très concret et ça pourrait arranger beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il existe l'autotrain? L'autotrain, c'est quand on met sa voiture met sur le train. Ouais. Exactement. Et ça existe pour Eurotunnel également. Oui, bah c'est ça, l'Eurotunnel c'en est un, ouais. Oui, tout à fait. Sauf Alors ça existe surtout sauf que tu ne peux pas voyager avec ta voiture. Tu dois prendre un billet de train à côté. Je le fais pour amener ma moto. Donc à chaque fois, oui. Donc en fait, tu prends un billet de train pour ta voiture que tu mets sur le train et tu prends un billet de train pour toi et tu vas chercher ta voiture le lendemain à l'arrivée. Je te jure que oui, mais je l'ai fait pour aller à Saint-Raphaël quand je travaillais pour imagine si et en fait, effectivement, tu prends un billet pour ta voiture et un billet pour toi. Voilà, donc ça coûte 2 fois plus cher en pleine saison de vacances, ça coûte 2 fois plus cher. Est-ce que alors j'ai demandé à la SNCF pourquoi? Parce que pour des raisons de sécurité, tu ne peux pas mettre du fret et des passagers sur un même train. Ah, mais ça après Alors que sur Eurotunnel, ils peuvent. Bon bref, peu importe. Est-ce que si on pouvait juste dire que il n'y a pas vraiment de raison de sécurité enfin bref, que c'est... Alors, dans le shuttle Eurotunnel, pour info, tu voyages dans des wagons, indépendants. C'est effectivement le même train qui est conçu pour, mais je pense que le fait que ce soit dans un tunnel, après, je m'y connais pas en conditions de sécurité, je pense que le fait que ce soit dans un tunnel, à mon avis, c'est peut-être là où il y a une différence. Moi, je pense que c'est extrêmement français de dire on peut pas. Pour ne pas pour trouver une bonne raison. Oui, la sécurité, ça. Louis XIV parlait de la raison d'État. Nous, aujourd'hui, on est dans la société où on dit pour des raisons de sécurité, on peut pas faire ça. Pas sur le nucléaire. Hein. Et non. Mais ça pourrait, ça serait quelque chose à développer. Ouais. Et là, on arrive à jongler avec la voiture et l'écologie. Complètement. Ouais. Et du coup, on est beaucoup plus vertueux. Alors, en guise de conclusion, moi, je vais vous demander à tous, c'est quoi votre voyage idéal de demain? Celui qu'on fera dans 5, dans 10 ans. C'est quoi le voyage idéal? Je vais commencer par toi, Paul. Moi, je dirais le voyage idéal, parce que j'ai vraiment bien aimé le train de nuit. Je pense que le train de nuit, c'est la solution. Tu penses que toi, il faut vraiment encore plus développer ça? Ah bah, mais de toute façon, il y a beaucoup de lignes qui sont en train de réouvrir, mais il faudrait le réouvrir aussi, surtout sur toute l'Europe, quoi. Oui. Il y a déjà des Paris-Vienne, visiblement. Oui. Tu penses qu'il faut encore développer ça? Ouais, il faut chercher à le développer. Genre les destinations qui seraient intéressantes, qui te plairaient? Déjà au moins réouvrir Berlin, parce que Berlin n'existe plus la ligne, mais voilà, mais juste au moins revoir certaines lignes. Et toi, Noé, le voyage idéal dans 5-10 ans, c'est quoi la suite? C'est quoi la bonne façon de voyager, ce qui nous attend ou ce vers quoi on devrait tendre? Moi, je vais reprendre les deux exemples rapidement. Pour moi, tu as le voyage européen qui absolument doit être fait en train. Et moi, là, je rêve d'aller pour toi, l'Europe, elle sert à ça? D'aller en Scandinavie, genre aller en Finlande en train. D'ailleurs, c'est possible, mais c'est un petit peu une galère quand même. Je dois aller au Danemark en train. Eh ben ouais, tu vois, c'est possible, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, mettre le paquet sur ça. Et après, si tu vas aller au Chili, il y a un nombre de changements de train qui est terrible. Qui est terrible. Mais donc, voilà, faut le développer, faut le simplifier, faut rendre plus accessible, etc. Donc ça, c'est l'aspect politique. Et après, si tu vas aller au Chili, pour moi, ça c'est une magnifique destination. Je crois qu'on n'aura jamais autant été au Chili que dans ce podcast. Je suis fan de la culture, plutôt péruvienne, mais en tout cas de la culture. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Alors, comme on dit, avec des grosses guillemets précolombiennes, bien sûr. Tu vois, si tu vas aller au Chili, mais moi j'ai carrément envie. Moi, pendant un moment, je voulais faire, tu vois, le voyage de Che Guevara qu'il avait fait quand il était parti sur sa moto, donc remonter de l'Amérique du Sud jusqu'à Cuba, etc. Donc moi, je m'imaginais faire la même chose. Et ça, pour moi, tu vois, tu le fais une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie, tu te dis, je vais une fois dans ma vie en Amérique du Sud. Donc tu mets un billet d'avion, tu as un gros bilan carbone, mais tu le fais une fois. Ouais. Et après, si tu veux aller tous les étés, tu vas pas tous les étés au Chili, mais plutôt tous les étés, tu vas en train en Europe. Voilà. Et pour toi, moi, tu vois, voilà, les petits voyages que tu fais chaque fois et le gros voyage, le projet de vie. Qui n'est là que tous les 5 ans, etc. Donc en fait, l'idée, si je comprends bien, c'est raisonner son nombre de voyages. Ouais, c'est ça. Être beaucoup plus raisonnable. Et toi, Fabien, le voyage dans 5 ans, tu le vois comment et tu penses qu'il faut tendre vers quoi? Alors moi, mon prochain gros voyage sera un voyage orbital. C'est vrai? Oui, tout à fait.
Je prends SpaceX, voilà, directement. Parce que ça balance que de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est tout propre, c'est de la vapeur d'eau. Je suis pas si sûr que ça Non, soit. je suis pas sûr. Non, je suis ou du méthane, je crois, oui. Je suis pas Mais, certain que ça soit. non, ultra non, clean. voilà, pour la blague. Non, je sais pas. Non, tu penses qu'il faut tendre vers quoi? Parce que évidemment, toi, c'est aussi, c'est ce qui est particulier, c'est que c'est aussi ton gagne-pain, c'est aussi ton métier. Oui. Donc t'es impacté directement. Si demain, imaginons que l'employeur de ta compagnie te dise, bah voilà, on va se lancer aussi dans le rail. Ce qui serait une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée? Oui, bien sûr. Tu l'imagines possible? Oui, enfin, Avec l'ouverture SpaceX. à la concurrence sur le réseau français, est-ce que tu penses que toi, ça pourrait t'intéresser? Tu irais, toi? C'est Elon Musk qui veut lancer les trains capsules, c'est ça? Oui, après, c'est encore autre chose. On va dire des choses qui existent déjà. Oui, mais moi, je parle à des distances lointaines. Enfin, ouais. Tu parlais du Paris-Berlin. Paris-Berlin, même s'il y a un peu de TGV, parce que voilà, après c'est un peu long quand même. Ça fait la beauté du voyage, mais pour une famille au revenu modeste qui a qu'une semaine sur place, est-ce que perdre, je sais pas, un jour ou deux en voyage, même si ça en fait partie, est-ce que c'est possible pour eux? Je sais pas. On se donne rendez-vous dans 5 ans? Ah, dans 5 ans. Mais est-ce que la morale, c'est pas faire en sorte que le trajet fasse partie du voyage, pour le voyage de demain? Ah, c'est une bonne idée, ça. Moi, je suis assez favorable à ça à titre perso. Paul? Ah bah oui, moi je pense que le voyage, il commence, si on part, et puis il commence dès qu'on a passé sa porte. Dès qu'on commence le trajet, en fait. Ouais, c'est ça. Dès qu'on a passé sa porte. Ouais. C'est poétique en plus. Fabien, t'es d'accord? Tout à fait d'accord. Merci, messieurs.